Les syndicats de la CTG tirent à nouveau la sonnette d'alarme. Après un débrayage au début de ce mois, pour eux, rien n'a changé. À la veille du premier vote du budget de l'institution, ils pointent du doigt une organisation hasardeuse. L'UTG CGT Éclairage tient son 7e congrès en ce moment. 2 jours pour renouveler le bureau et redéfinir les orientations. Des questions telles que la vie démocratique, l'avenir du syndicalisme sont abordées. Enfin, un autre séminaire, cette fois consacré aux violences faites aux femmes. Il se tient depuis ce matin à Remire-Montjoly jusqu'à demain. Associations et forces de l'ordre travaillent ensemble pour une meilleure protection des victimes. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, après une première alerte lancée le 3 mai dernier, les syndicats de la CTG en remettent une couche. Ils souhaitent que Rodolphe Alexandre fasse de l'ordre au sein de l'institution. Une première rencontre avec le président a bien eu lieu, mais aujourd'hui, le temps de travail et l'organigramme réclamé manquent toujours à l'appel. À la veille du vote du budget, les syndicats ont tenu à exprimer leur mécontentement. Stéphanie Puglisi et Jonathan Lariot. La pression monte parmi les employés de la collectivité territoriale de Guyane et c'est le président Rodolphe Alexandre qui est pointé du doigt. La parole du président de la CTG n'a plus de valeur actuellement. C'est simple. Donc il a beau faire paraître n'importe quel document. En 24 heures, ça ne change rien. La confiance, elle est rompue, il n'y a plus de confiance. Après une rencontre avec les organisations syndicales le 12 mai dernier, plusieurs engagements avaient été pris par le président et devaient être présentés en réunion plénière dès demain. Mais la veille de la réunion, aucune des revendications ne figure à l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'organisation du temps de travail, nous parlons de l'organigramme de la CTG. Bien sûr, tout le monde pense qu'on a le temps, mais l'échéance tombe. Le 30 juin, l'échéance est tombée. Tout aurait dû être prêt au 30 juin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une espèce de bousculade autour de tous ces éléments-là, alors que si on avait commencé quand il le fallait, malgré nos rappels, cela n'a pas été entendu. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure d'accepter que les choses se fassent n'importe comment, ni à l'emporte-pièce, ni sur un simple désir. Une situation jugée intolérable par les employés. Ils estiment que les actions de la CTG au cours de ces premiers 146 jours d'existence manquent de priorité. Nous l'avons laissé 6 mois pour gouverner, à sa guise, pour faire les choses, sans pour le moins oublier notre rôle de conseil. Toujours on l'écrivait, on lui disait « Président, vous êtes en retard sur les emplois fonctionnels, vous êtes en retard sur l'organigramme ». Tout, etc. Mais à l'heure actuelle maintenant, on est obligé d'aller au crash puisque le délai, on ne l'a plus, le temps, on ne l'a plus. Comment vous pouvez penser que vous laissez des gens 6-7 mois sans savoir dans quel service ils sont affectés, qui sont leurs directeurs, qui sont leurs responsabilités? Comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez accepter que dans une CTG où il y a 3700 personnes, il y ait 10 ou 12 horaires différents qui fonctionnent dans cette collectivité? Mais c'est aberrant. Une dernière réunion entre les syndicats et Rodolphe Alexandre a eu lieu en après-midi. Les conclusions seront données demain lors de l'Assemblée plénière pour le vote du budget de la CTG. Donc s'il faut utiliser les recours légaux... Et justement, donc, le budget sera bien voté demain pour la collectivité territoriale, budget qui s'élève à 517 millions d'euros. Dans la section de fonctionnement, dont un quart réservé au RSA et au RMI, sans oublier 142 millions destinés à l'ancien personnel de la région et du département. L'investissement, lui, compte 145 millions d'euros, dont 30 millions pour l'enseignement, la formation et l'apprentissage. Nous y reviendrons bien sûr dans notre édition de demain soir. L'UTG CGT Éclairage réunit pour son 7e congrès depuis ce matin. Les militants ont 2 jours pour renouveler le bureau et aborder un certain nombre de points tels que la vie démocratique au sein de l'organisation, l'avenir du syndicalisme ou encore les combats à mener. Mia Pierre a assisté à la première journée de travail. Vie démocratique, lutte d'aujourd'hui et de demain, avenir du syndicalisme et repères revendicatifs, ce sont les grands débats qui ont animé ce jour le 7e congrès de l'UTG CGT Éclairage. Des débats pour donner une piste sur l'orientation que devra prendre la section syndicale pour les années à venir. Il y a un document qu'on appelle le rapport d'orientation qui va être débattu au sein du congrès. Et l'Assemblée, en l'occurrence présente, va voter si oui ou non ils sont d'accord avec les axes qui seront mis en avant. Et à l'issue de cela, le futur bureau aura à cœur de mettre ces axes-là validés en congrès en application. Aujourd'hui, on axe l'avenir sur le renouvellement, donc la jeunesse. Donc il est important que les jeunes maintenant intègrent le futur bureau, le futur conseil syndical, que ce soit représentatif de la société guyanaise. Donc pour nous, c'est priorité, le renouvellement et la formation. Ces 3 dernières années ont été marquées par de nombreux combats menés par l'UTG Éclairage face aux géants EDF. Souvent, ils ont obtenu gain de cause.
Mais au-delà des résultats, ce qui importe, c'est de montrer qu'ils sont présents et en ordre de marche. La lutte fait partie de l'ADN de l'UTG, donc le nouveau bureau, quand il sera mis en place, aura à cœur justement de continuer au travers du rapport d'orientation à mettre en avant la lutte, quelle qu'elle soit, sous toutes ses formes, pour continuer à dénoncer ce genre de textes tels que la loi El Khomri. Après 2 jours de débats et de discussions, un nouveau bureau sera mis en place. Si les nouveaux visages ne sont pas encore connus, tout laisse à penser que Davy Riman sera de la partie. Aider les femmes victimes de violences conjugales à rompre le silence, c'est la mission des professionnels de santé rassemblés depuis ce matin à la mairie de Remire-Montjoly. Association de défense des droits des femmes et forces de l'ordre exposent leur approche sur cette question et le rôle qui est le leur. L'un des enjeux majeurs étant d'inciter les victimes à porter plainte. Ayodele Germa. En 2015, 348 femmes ont été victimes de coups et blessures de la part de leurs conjoints. Souvent, elles hésitent à porter plainte. Certains corps de métier, tels les sages-femmes, sont souvent des confidents de premier plan. On est souvent perçu par les femmes comme étant plus accessible qu'un médecin ou d'aller porter plainte à la gendarmerie. Donc voilà, nous sommes là en tant que personnes pouvant écouter, amener les femmes à s'exprimer sur leurs difficultés de couple et pouvant aller jusqu'à exprimer effectivement des violences conjugales. Le manque de formation des forces de l'ordre à la réception de plaintes pour violence ou pour viol peut aussi être un frein au dépôt de plainte. Dans tout corps de métier, il peut exister à un moment donné qu'un agent ne satisfasse pas complètement l'attente de l'usager ou du plaignant. Effectivement, quelques cas ont été cités. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au quotidien, on a de plus en plus les forces de gendarmerie et de police qui font des efforts pour qu'il y ait des intervenants sociaux capables d'accueillir au mieux. Ainsi, dans les commissariats guyanais, elles sont accueillies dans un circuit différent de celui mis en place pour les autres dépôts de plainte. Elles sont immédiatement orientées vers la brigade de protection de la famille qui va prendre leurs plaintes. Ce sont des fonctionnaires de police qui sont tous formés à cette problématique. 50% des dépôts de plainte sont gérés par un simple rappel à la loi et un suivi du conjoint violent. Une alternative qui permet de résoudre rapidement les cas de violence les moins graves. Le traitement des violences conjugales par le juge doit être réservé aux cas les plus graves parce qu'on ne peut pas tout traiter devant le juge, c'est malheureusement pas possible. Le substitut dira, vous déférez le conjoint violent devant le délégué du procureur, le délégué du procureur lui dira, je vous ordonne de quitter le domicile conjugal pendant une période de 15 jours ou 1 mois et je vous ordonne d'aller à tel rendez-vous avec telle association qui met en place un groupe de parole pour les auteurs de violences conjugales et je vous ordonne d'aller à tel centre d'addictologie pour traiter votre problème d'alcool ou votre problème de drogue. 12 délégués du procureur ont été recrutés en Guyane, dont 7 à Saint-Laurent-du-Maroni. Ce colloque permet aux professionnels de protection des femmes de mettre au point des stratégies pour endiguer le phénomène des violences conjugales. La mise à disposition d'ici la fin de l'année du téléphone grand danger, mais également faire en sorte que l'auteur de violence soit celui qui quitte le domicile. La réflexion se poursuit jusqu'à demain. Plusieurs ateliers se tiendront afin de renforcer le travail en réseau sur le territoire. Restez avec nous, dans quelques instants nous verrons l'histoire d'une patiente atteinte de sclérose en plaques en Martinique et puis nous ferons le point sur la sélection guyanaise de football. Elle a été présentée en début de semaine, elle se prépare à affronter les Bermudes la semaine prochaine. Le point à suivre dans un instant. Mais d'abord, on parle donc de cette maladie très handicapante qu'est la sclérose en plaques. La journée mondiale dédiée s'est tenue hier, l'occasion de mieux comprendre cette pathologie qui touche le système nerveux central, notamment le cerveau, les nerfs optiques et la moelle épinière. Une douleur quotidienne avec laquelle doit composer Rose. Voilà plus de 6 ans qu'elle souffre et qu'elle prend des médicaments chaque jour. Elle a raconté son histoire à Céline Chalonneau en Martinique. Reportage. Chaque matin, un pas après l'autre, Rose Valère marche avec difficulté vers son mari pour prendre à ses côtés ce drôle de petit déjeuner. Quand on a ces maladies auto-immunes, les médicaments nous déclenchent autre chose. Donc la prise de cortisone m'a déclenché le diabète. La prise de traitement pour la polyarthrite m'a déclenché des maladies de la peau. Je prends ça pour la peau. Pour le diabète, je fais mon insuline et je prends mes doses, je fais mon dextro et je prends mes doses d'insuline et du Metroject que je prends le mercredi.
Rose s'est adaptée à sa nouvelle vie depuis 6 ans quand son diagnostic pour la sclérose en plaques lui a été annoncé. Depuis une dizaine d'années, je souffre, mais ça m'a été révélé quand j'ai perdu la vue. J'ai eu une poussée oculaire, donc aux yeux. J'ai perdu la vue sur l'œil droit où je voyais tout en noir et blanc. Et suite à une ponction lombaire, il y a maintenant 6 ans que l'on m'a confirmé la maladie de la sclérose en plaques. Un choc au moment où sa vie s'articulait autour de 1000 projets. Parfois, tannée de douleur, mais ça ne dure jamais bien longtemps, Rose s'adapte à sa nouvelle réalité en changeant les choses négatives en choses positives. Ça a changé la façon de voir les choses, ma façon de vivre, ma façon de me nourrir, ma façon de me déplacer. J'étais obligée de prendre une voiture en boîte automatique parce que pas question de pouvoir faire confiance à mon système nerveux, de réflexes, plus de réflexes. L'arrivée de la maladie va évidemment bouleverser son entourage familial. Au moment de l'annonce, tous les enfants ne réagissent pas de la même manière. Il faut donc leur expliquer qu'on ne meurt pas de la sclérose en plaques, qu'elle n'est ni contagieuse ni héréditaire. C'est ma dernière fille qui vit en Bretagne qui m'a dit « Maman, tu devrais voir un psychologue, un psychiatre pour pouvoir parler. Peut-être quelquefois le fait de pouvoir parler peut t'aider à guérir ou soulager la maladie. » Voilà, ça a été le conseil qu'elle m'a donné. Mais mon fils et ma plus grande fille n'acceptent pas la maladie. Donc ils ne veulent pas voir souffrir leur mère. En admettant que j'étais à sa place ou à la place de quelqu'un d'autre, je vois que j'aurais préféré être en bonne santé que de traîner une maladie qui me fait souffrir. Rose prend maintenant plus de temps pour s'écouter, écouter son corps et parler de sa maladie. Je lui dis bonjour et je lui parle. Aujourd'hui, tu restes calme, tu ne m'embêtes pas, car les médicaments que je prends ne sont là que pour te calmer. Et si tu n'arrives pas à être calme avec ça, je double la dose. Rose Valère est atteinte de sclérose en plaques rémitante, évolutive, c'est-à-dire que les symptômes se manifestent pour le moment par poussée suivie de périodes de rémission. Son suivi médical est permanent avec de longues journées en hôpital de jour. Aujourd'hui, elle ne peut plus exercer son métier de juriste, mais s'implique dans son association dédiée à la sclérose en plaques. Retour chez nous, je vous le disais, la sélection Guyane de football est faite. L'équipe qui affrontera les Bermudes mercredi prochain dans le deuxième tour de la Coupe des Caraïbes a été présentée mardi. Une sélection qui réunit des joueurs locaux et venus de l'Hexagone. On écoute justement les précisions du sélectionneur Jair Karam. Le retour de Sloan Priva, qui avait joué devant le Honduras, qui sera là sur l'équipe de face donc à l'équipe de Bermude. Johan Salmier, qui est un nouveau du Racing Club de Strasbourg. Puis après, le retour de joueurs qui évoluent au niveau local, Brian Sinclair et Gary Pigret. Et puis bien sûr, Miguel Abo et Hugues Rosumé, qui sont de nouveau sur cette liste, qui vont honorer leur première sélection. C'est des joueurs qui ont l'expérience de ce type de compétition, puisqu'ils faisaient partie de l'Ossature d'il y a 2 ans. On ne les avait pas convoqués au premier tour parce qu'on estimait qu'ils n'étaient pas assez réguliers dans leur club. Là, les performances ont été meilleures. On regrette quand même l'absence de 2 joueurs, Anthony Souberville et de Gary Marigar. Là, l'objectif, c'est de gagner à domicile. Alors que ce soit les Bermudes ou notre adversaire, la donne elle est claire. Il faudra gagner pour nous qualifier, donc il n'y aura pas de calcul particulier. Et pour aller plus loin, on fait le point à présent sur les joueurs sélectionnés avec Ayodele Germa. Les joueurs retenus pour ce deuxième tour de la Coupe des Caraïbes au prochain match à domicile contre les Bermudes. Dans les buts, Donovan Léon, Jeannot Apagui. En défense, Jean-David Legrand, Grégory Lescaut, Kevin Riemann, Marvin Torvik, Dominique Atouman, Johan Salmier et Hugues Rosumé. Au milieu de terrain, nous avons Ludovic Ball, Miguel Abo, Loïc Ball, Eric Saume et Marc Edwige. Roy Contou, Gary Pigret, Brian Sinclair,
Sloan Priva, Alex Eric et Rudy Evans. En réserve, Christopher Géorgien, Clayton Assanko et enfin Jules Abo. Voilà donc pour cette sélection Guyane qui affrontera les Bermudes, je vous le rappelle, mercredi prochain. On prend la direction à présent de la Guadeloupe où la police a procédé hier soir à une descente dans les quartiers classés en zone prioritaire. Une opération coup de poing pour tenter de juguler l'insécurité. Isabelle Hameau a suivi les équipes de patrouille sur le terrain. Remue-ménage hier soir dans le secteur de carénage. Aux alentours de 22h30, 16 agents des services de police, des douanes et de la police aux frontières se sont mobilisés. Objectif de l'opération de contrôle, recherche d'armes, de travail dissimulé et d'emploi étranger sans titre, lutte contre l'immigration irrégulière et la prostitution. Déjà, il faut lutter au maximum contre la circulation des armes, puisque malheureusement, bon nombre de nos concitoyens transportent, détiennent et se promènent avec des armes, qu'elles soient blanches ou armes à feu. Et bien sûr, lorsque les conflits peuvent dégénérer, eh bien, le recours aux armes est d'autant plus facilité avec des risques majeurs pour la population. Ce travail, je dirais, de fond porte ses fruits, puisque si je me réfère aux armes, dans le cadre des réquisitions qui ont été délivrées par le procureur de la République et des opérations donc, comme celle que nous menons ce soir, eh bien, ce sont 277 armes qui ont été saisies depuis le début de l'année. Impossible de passer entre les mailles du filet. Un automobiliste contrôlé était en infraction. L'occasion aussi pour les gendarmes de préciser l'arsenal répressif existant, comme la confiscation pure et simple du véhicule. Pointe-à-Pitre, une ville dans laquelle l'insécurité est omniprésente. Selon l'adjoint référent, d'autres actions en marge de cette opération sont en cours. Je crois que nous faisons suffisamment à Pointe-à-Pitre, notamment par des petites choses, je dirais notamment le plan lumière que nous avons mis en place, c'est-à-dire nous avons refait tout l'éclairage public, nous avons effectivement mis en place 20 caméras et qui sont déjà fonctionnelles et nous avons 20 autres caméras qui vont être implantées d'ici peu, donc nous allons passer en totalité à 44 caméras, donc c'est un dispositif qui n'est pas, je dirais, pas une fin en soi, mais qui aide effectivement la police à améliorer le quotidien de nos concitoyens et des Guadeloupéens. Le mois de mai enregistre une baisse de moins 0,7% du nombre d'atteintes aux biens par rapport à l'an dernier. Néanmoins, le niveau de délinquance reste très élevé. C'est maintenant la fin de votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Les syndicats de la CTG tirent à nouveau la sonnette d'alarme après un débrayage au début de ce mois. Pour eux, rien n'a changé. À la veille du premier vote du budget de l'institution, ils pointent du doigt une organisation hasardeuse. L'UTG CGT Éclairage tient son 7e congrès en ce moment, 2 jours pour renouveler le bureau et redéfinir les orientations. Des questions telles que la vie démocratique, l'avenir du syndicalisme sont abordées jusqu'à demain. Enfin, un autre séminaire, cette fois consacré aux violences faites aux femmes. Il se tient depuis ce matin à Rémière-Montjoly et jusqu'à demain là aussi. Associations et forces de l'ordre travaillent ensemble pour une meilleure protection des victimes. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Puis les programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée à vous, à demain.